Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan du Sud a célébré ce vendredi 9 juillet ses 10 ans d'indépendance. Après une décennie d'indépendance, le bilan de la plus jeune nation au monde est en demi-teinte et marqué par de multiples crises. Délocalisation de la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. L'événement se tiendra non plus au Rwanda mais en Afrique du Sud avec un mois d'avance sur décision du Conseil consultatif de l'événement. Et jour de finale ce samedi 10 juillet à Cotonou, le Stade de l'Amitié va accueillir la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, un match qui oppose le Raja de Casablanca à la JS Kabylie. Mais tout d'abord, au Bénin, l'opposante Rekia Madougou a demandé ce vendredi 9 juillet sa remise en liberté. Sa défense dénonce des conditions d'incarcération proches de l'isolement. L'ancienne ministre est mise en examen pour terrorisme et écrouée à Cotonou depuis mars 2021. Candidate recalée à la magistrature suprême, elle avait été arrêtée quelques semaines avant l'élection présidentielle par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'opposante est accusée d'avoir voulu faire assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et d'avoir voulu déstabiliser le pays, des allégations que la principale intéressée a toujours démenties. Également, dans l'actualité en Algérie, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction ce jeudi 8 juillet. Celle-ci consolide le pouvoir en place avec des partis et des indépendants ralliés au chef de l'État. Un nouveau président a été élu à la tête de l'Assemblée populaire nationale. Il s'agit du député indépendant Brahim Bourhali. Il devient ainsi le 4e personnage de l'État. Notons que cette nouvelle assemblée est presque uniquement masculine, puisque seulement 35 femmes ont été élues contre 146 dans l'Assemblée populaire nationale précédente. Le Soudan du Sud a célébré ses 10 ans d'indépendance ce vendredi 9 juillet, une décennie marquée par de multiples crises. Entre une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts, la corruption ou encore l'urgence humanitaire, l'unité qui avait prévalu pour l'indépendance a laissé place aux luttes de pouvoir entre les camps du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar. À l'occasion de cet anniversaire, le président Salva Kiir a réitéré son engagement à respecter l'accord de paix de 2018 pour mettre fin à l'insécurité, et ce, un an après la création du gouvernement d'union nationale. Écoutons-le. Pour ma part, je vous assure que je ne vous ramènerai plus à la guerre. Travaillons tous ensemble pour récupérer la décennie perdue et remettre notre pays sur la voie du développement dans cette nouvelle décennie. Nous avons réussi à mettre fin aux hostilités et l'avons maintenu pendant près de 2 ans et 7 mois. Le cessez-le-feu en vertu du vaste accord de paix que nous avons signé en septembre 2018. Déjà, nous engageons des groupes réfractaires de l'Alliance du mouvement d'opposition du Soudan du Sud, SOMA, à travers le processus de médiation de Rome. Ce processus est en cours et nous nous engageons à parvenir à un accord avec nos frères et sœurs de la SOMA afin de mettre fin à l'insécurité dans notre pays. Le vice-président Riek Machar, qui est aussi le principal opposant au président Salva Kiir, a également pris la parole lors de cette journée symbolique. Lui aussi a exhorté les populations sud-soudanaises à la paix. Écoutons un extrait de son allocution. Notre célébration d'aujourd'hui est très importante alors que le monde entier nous regarde, alors que nous commémorons ce 10e anniversaire de l'indépendance. Nous commençons un autre compte à rebours pour les 10 prochaines années et je vous dis à tous, félicitations. En tant que pays, nous devons participer à des activités sportives parce que le sport peut élever le nom d'une nation. Pour que nous puissions continuer à célébrer notre indépendance, nous devons maintenir la paix, car il n'y a que la paix qui nous permettrait de relancer nos activités, que ce soit ces activités sportives, économiques ou même politiques. Ce n'est que dans la paix que nous pourrons le faire.
Également dans l'actualité, la solidarité continentale se démontre. Le Rwanda a annoncé ce vendredi 9 juillet l'envoi de 1000 soldats au Mozambique pour aider ce pays à lutter contre les groupes terroristes dans la province de Cabo Delgado, située au nord-est du pays. À la demande du Mozambique, le gouvernement rwandais va donc déployer un contingent afin de soutenir les efforts pour rétablir l'autorité de l'État. Rappelons qu'en juin dernier, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a également décidé d'envoyer des troupes au Mozambique. En matière de transparence, peu de pays africains sont parvenus à répondre aux exigences de Washington. Dans le rapport de 2021 sur la transparence budgétaire, seuls 16 pays du continent africain sont répertoriés sur 141 étudiés et parmi eux, 3 sont comptés dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Togo. Plus de détails avec Aïssatou Bari. En matière de transparence budgétaire, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso figurent en bonne place. Ils font partie des pays respectant les exigences minimales selon le rapport 2021 sur la transparence budgétaire publié par le département d'État des États-Unis. Ces 3 pays sont les seuls de l'UEMOA à faire partie de la première catégorie de classification. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si la transparence fiscale existait sérieusement dans le continent africain, on aurait pu par exemple réduire le taux de pauvreté de 2 points. Ce qui n'est quand même pas rien quand on sait le nombre de personnes que cela aurait pu toucher. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays africains qui se battent pour essayer d'améliorer un petit peu tout cela. Au total, 16 pays africains sont compris dans ce groupe, dont 7 font partie de la CEDEAO. En plus des pays déjà cités, on retrouve l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, le Kenya, l'île Maurice, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, les Seychelles, la Tunisie et l'Ouganda. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains s'inscrivent dans une logique de rendre leurs comptes un petit peu plus transparents et surtout de mener des opérations transparentes et qu'il y ait moins de détournements comme on l'a connu dans certaines années et dans certains pays. Nous avons un secteur informel qui ne paie pas les impôts et cela pose problème. On ne peut pas avoir un tiers ou un quart de la population qui supporte l'essentiel de la fiscalité dans un pays. Il faut que ce secteur informel soit réduit. Cette classification vient rappeler les efforts réalisés par les États africains pour améliorer leur transparence fiscale dans un processus d'assainissement de leurs dépenses publiques et de lutte contre la corruption. La prochaine foire commerciale intra-africaine est délocalisée et les dates sont avancées. La ville sud-africaine de Durban remplacera la capitale rwandaise Kigali qui devait initialement accueillir cette 2e édition. Cette plateforme aura lieu en novembre et non en décembre. Les explications sur tous ces changements avec Corinne Oné. C'est finalement la ville de Durban en Afrique du Sud qui accueillera du 15 au 21 novembre 2021 la 2e édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle devait initialement se tenir à Kigali au Rwanda du 8 au 14 décembre 2021. Cependant, des contraintes d'ordre logistique liées à la pandémie de Covid-19 ont affecté l'avancement du projet de construction de nouvelles installations destinées à accueillir l'événement. La délocalisation de la foire commerciale intra-africaine 2021 à Durban nous permet de gagner du temps sur le calendrier et permettra aux pays africains et aux entreprises, dans le cadre de leur stratégie de relance, de tirer pleinement parti de la foire commerciale, qui est également un élément important de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, dans le cadre duquel les échanges commerciaux ont débuté cette année. La foire commerciale intra-africaine offre une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement sud-africain s'est dit honoré d'accueillir cet important rassemblement au moment où les plans de reconstruction, de relance et de transformation économique sont mis en œuvre tant au niveau national qu'à l'échelle continentale pour de meilleures perspectives économiques post-Covid. Il me semble que le monde apprend à vivre avec le Covid. Et il va falloir que dans le respect des gestes barrières et dans des précautions qui seront prises et mises en place pour l'événement,
Les Africains renforcent leur capacité à échanger des biens et services entre eux. Et donc, c'est un geste à encourager. Il y a de plus en plus de forums qui se passent dans le monde. Et je suis convaincu que ce forum se fera aussi bien en présentiel qu'en électronique. Bon vent à l'Afrique. Il est important que nous travaillions entre nous de plus en plus. Le comité consultatif de la foire commerciale intra-africaine a fait une évaluation complète des mesures prises par les organisateurs, notamment l'Union africaine et Afreximbank, dans le cadre du groupe de travail pour l'acquisition de vaccins en Afrique, ainsi que d'autres initiatives visant à fournir des vaccins au continent. Aussi, il estime que d'ici à novembre, un nombre important de personnes auront été vaccinées contre le Covid-19, facteur essentiel pour garantir le succès de l'événement. La finale de la Coupe de la Confédération de la CAF se tient ce samedi 10 juillet à Cotonou, au Bénin. C'est dans un stade rénové que les Marocains du Raja de Casablanca et les Algériens de l'AJS Kabylie s'affronteront. Il s'agira de la première rencontre entre les deux équipes en Coupe de la Confédération. Tout ce qu'il faut savoir sur cet avant-match avec José Douglas. Il portait le nom du général Mathieu Kérékou, ancien chef d'État du Bénin, et désormais le stade de l'Amitié, entièrement rénové. Après des travaux engagés en 2018, le stade a été remis à neuf pour accueillir ce samedi 10 juillet la finale de la Coupe de la Confédération. Pelouse refaite, piste d'athlétisme remplacée, salle de presse rénovée, sièges complètement remplacés dans les gradins. 31 caméras installées pour la sécurité entière du stade, système de sécurité incendie aujourd'hui fonctionnel, une salle présidentielle avec une salle ministérielle et 2 salles VIP. Je peux dire que tout est fait prêt pour un bon déroulement de la finale de la Coupe de la Confédération. C'est une fierté pour moi en tant que directeur général de l'Office de gestion des stades du Bénin d'accueillir cette finale sur terrain neutre qui est une première dans l'histoire de la CAF. Toute l'Afrique, voire le monde entier, aura les yeux rivés sur le Bénin pour nous scruter et voir notre capacité d'organisation. Mis à part sa charpente, rien de l'ancien stade n'a été préservé. Une réhabilitation à 100% pour un investissement de 13 milliards de francs CFA. Le Bénin, qui étonne par sa singularité, un philosophe français a même dit le Dahomey, l'ancien nom du Bénin, était le quartier latin de l'Afrique. L'enceinte fermée depuis avril 2019 est donc à nouveau opérationnelle après 32 mois de travaux. Depuis 2016, un vaste programme de réalisation d'infrastructures a débuté au Bénin avec la construction de 22 stades omnisports communaux, bientôt opérationnels. Pour cette finale, nous ne pouvons qu'avoir des mesures à la taille de l'événement. Nous avons prévu au plan sécuritaire avec la présence de 450 agents de la police républicaine. Au plan sanitaire, le gouvernement a déployé plusieurs centres de dépistage sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter les tests Covid aux 12 000 spectateurs prévus. En plus, nous avons mis en place une demi-douzaine d'infirmeries, 4 véhicules médicalisés, dont 2 ambulances. Le président de la fédération, Mathurin de Chacus, sera présent, ainsi que le président de la CAF, Patrice Motsepe. Et puis quelques mots sur les protagonistes, et d'abord les Marocains du Raja, qui ont éliminé en quart de finale sur 2 tours Orlando Pirates et Pyramids en demi-finale. Quant à la JS Kabylie, ses victimes s'appellent le CS Sfaxien en quart de finale et les Camerounais de Coton Sport en demi. Et puis n'oubliez pas aussi le rendez-vous de ce samedi après-midi à Épinay-sur-Seine, en région parisienne, avec le peuple ivoirien pour un tournoi de football basé sur la paix avec l'association S'unir pour la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.